Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette plénière consacrée à la parole des habitants. Je suis Anastasia Timène, je travaille au sein de l'Union sociale pour l'habitat, notamment sur les sujets de bail réel solidaire. Et je souhaitais remercier Foncier Solidaire France de m'avoir proposé d'animer cette table ronde qui, je l'espère, permettra d'éclairer le bail réel solidaire sous un autre jour. Puisque depuis ce matin et pour les 2 jours qui vont suivre, on est réunis pour approcher le BRS sous toutes ses facettes politiques, juridiques, réglementaires, opérationnelles, financières. Et le panorama n'aurait pas été complet si on n'avait pas pris le temps ensemble de également l'aborder sous l'angle de son usage, en adoptant donc le regard des occupants de ces logements. Alors pour l'heure qui vient, je vous propose qu'on bouscule un tout petit peu nos habitudes. Et par exemple, qu'on ne parle pas de parcours résidentiel, mais plutôt qu'on soit attentif à des parcours de vie qui vont nous être racontés par 2 témoins. Dans le même ordre d'idées, je vous propose qu'on ne parle plus de ménages sous plafond de ressources, mais plutôt de familles et de leurs difficultés à acheter leur logement pour diverses raisons. On ne parlera pas non plus de dispositifs d'accession sociale à la propriété, mais plutôt d'opportunités qui se sont présentées au bon moment dans la vie de ces familles. Et toujours dans le même ordre d'idées, on ne parlera plus de zones A1, A1 bis, B2, etc., mais plutôt de territoires et de lieux de vie qu'on aime et qu'on n'a pas envie de quitter malgré les difficultés d'accès au logement. Donc vous l'avez compris, pour l'heure qui vient, je vais vous proposer de mettre temporairement de côté notre jargon professionnel pour qu'on se concentre pleinement sur l'expérience vécue des acquéreurs en BRS. Et pour mener cette conversation, je suis très heureuse d'accueillir 2 acquéreurs qui ont accepté de nous partager leur parcours et leur expérience. J'appelle donc Mathieu Guyonneau et Geoffrey Denegri. Vous pouvez les applaudir. Qui ont donc accepté de partager avec nous leur expérience et je leur en remercie. Alors juste avant de vous laisser l'opportunité de vous présenter, je vous propose qu'on prenne quelques minutes pour visionner ensemble une courte vidéo qui donne la parole à d'autres acquéreurs un peu partout en France et qui nous donneront une première matière à réflexion. On se baladait sur le Bon Coin et j'ai vu le programme passer. En passant, on a vu les panneaux un jour. En voyant les affiches. Ça a été vraiment le hasard en fait. À travers nos recherches et tout ça sur Internet. Je me suis dit pourquoi pas me renseigner. On a décidé d'aller se renseigner au bureau de vente. La superficie. On a aimé le fait que ce soit un duplex. C'était les prix attractifs de ces appartements. Où c'est situé, quoi, c'est au plein centre-ville. À cette proximité de la mer. Ce grand balcon aussi qu'on a avec la baie vitrée. Comme on n'est pas propriétaire du foncier, ça fait baisser énormément le prix. C'est vraiment donner un coup de pouce. Ça a été une très grosse aide. Qui permet, dans notre région, de pouvoir accéder à la propriété. Ça nous a permis, en fait, de pouvoir acheter, quoi. Ils nous ont accompagnés dans un rêve qui, pour nous semblait pas possible à l'heure d'aujourd'hui. On a hâte. Vous avez hâte. Ouais, de voir. Ouais. Bonjour, je m'appelle Leclerc Philippe, j'ai 40 ans, ma compagne s'appelle Charline, j'ai une fille également qui s'appelle Athéna. Et donc on est en bail réel solidaire à L'Houmeau depuis la fin de l'année 2023. Donc initialement, on était avec ma compagne et ma fille, on était donc locataires dans une ville proche de L'Houmeau. Il s'avère que mes propriétaires ont décidé de vendre la maison. Forcément, ils nous ont fait une première offre qui était à un prix hors du marché et nullement en corrélation avec le prix réel de la maison. Des échanges assez rapides et les premiers échanges, c'était notamment de la documentation sur le principe du bail réel solidaire qui est finalement peu connu en France. Également la construction qui allait arriver à L'Houmeau, les différents biens qui allaient être mis à disposition. Donc on a eu différents échanges par mail. Il y avait également le fascicule qui nous permettait de savoir si on allait rentrer dans les critères sociaux. Donc ça nous permettait de faire tout un tas de calculs et de vérifier
au niveau de notre fiscalité si on rentrait dans les critères. C'était le cas, donc on a continué les échanges et puis rapidement on a été en contact avec Manon de Maison Prime Access Étré qui nous a là aussi rapidement pris en main, qui nous a accompagnés. Le mot qui pourrait me venir en tête, c'est la concrétisation d'un projet qui date depuis longtemps. Finalement, cette aventure nous fait être propriétaires, en plus avec des mensualités bien moindres quand on était locataire. Donc on est gagnant sur l'histoire et puis ça nous va très bien. On est proche de l'océan, je peux aller courir rapidement au bord de la mer, ma fille peut aller faire du vélo au bord de la mer et notre famille est contente comme ça. Je m'appelle Clément, j'ai 26 ans et je suis orthophoniste. Maxime, j'ai 25 ans et je suis ingénieur informatique. Déjà l'idée de voir tous les mois qu'on met un certain loyer dans un appartement et qu'on se dit, ok, là on reste 1 an, 2 ans, on fait le calcul. Puis on se dit, ah mais à la fin, il ne me reste rien. Puis on a envie de construire aussi quelque chose tous les deux. Nos parents ont été propriétaires, nous aussi on va être propriétaires. Et se dire que plus on est propriétaire jeune, notre prêt sera remboursé plus tôt. C'est quand même une belle opportunité à saisir. On avait commencé à visiter des appartements, donc dans Bordeaux, dans vraiment la ville, parce qu'on savait que ça pouvait être encore accessible niveau budget. C'est-à-dire un appartement, souvent avec des travaux quand même. On nous a dit, et si je vous propose une maison? Je dis, non, c'est pas possible, c'est pas jouable pour notre budget. Et en regardant les critères, effectivement, on correspondait. Et donc là, il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte. On avait une fourchette de ce qu'on pourrait emprunter. On s'est rendu compte que, à ce prix-là, il y avait qui se vendaient des maisons de plutôt 85 mètres carrés. L'objectif, c'était vraiment d'acheter, de vivre dans un endroit, d'y vivre le temps où ça nous correspondrait. Même si on ne fait pas une énorme plus-value, il y aura toujours, on va dire, une petite partie qui nous reviendra, parce que c'est de l'argent qu'on a investi. Là, ça y est, c'est chez nous, donc on choisit vraiment tout, on prend le temps de tout décider ensemble pour créer notre cocon à nous. Mathieu, Geoffrey, bienvenue. Merci encore d'avoir accepté l'invitation de Foncier Solidaire France. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet et de décortiquer votre parcours vis-à-vis du BRS, on va peut-être se présenter. Je vais vous laisser vous présenter, nous dire d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie peut-être et d'autres informations que vous auriez envie de partager avec nous pour qu'on sache un petit peu à qui on a affaire. Mathieu, vous avez fait un long chemin pour être avec nous, alors je vous laisse le privilège de commencer. Merci, bonjour à tous. Donc moi c'est Mathieu, je viens du Pays Basque, donc en diagonale à 1300 km. Je suis avant tout papa de 2 jeunes enfants et malheureusement depuis peu veuf. Voilà. Bonjour, Geoffrey Denegri. Donc moi je viens d'un peu plus proche, je viens de Strasbourg, donc j'ai pas eu un gros trajet. Donc Geoffrey, 40 ans. Alors pour la petite histoire, je travaillais à Habitat de Lille, mais aujourd'hui je viens avec ma casquette futur acquéreur témoigner. Et je suis papa de 2 merveilleux enfants. Non, je rigole, ils sont super relous en fait. Alors, je le disais, vous êtes tous les deux engagés dans un parcours BRS, mais pas tout à fait au même stade de ce parcours. Vous, Mathieu, vous avez déjà emménagé dans votre logement. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, nous dire où il se trouve, à quoi il ressemble, et surtout, est-ce que vous vous y sentez bien ? Alors oui, moi j'ai acheté donc à Boucau, en face de Bayonne, de l'autre côté de la Dour, via Le Col en BRS. Je suis plus que bien même, j'y ai emménagé maintenant il y a un petit mois. Je viens juste de faire poser la cuisine la semaine dernière, vous allez tout savoir. Voilà. C'était une vraie opportunité puisque j'ai eu de la chance dans mon parcours. J'ai quelqu'un qui s'était positionné au début du programme qui n'a pas eu le prêt. Et du coup, je suis arrivé en second choix, entre guillemets, mais ce second choix m'a bien aidé, puisque j'ai pu acheter 145 mètres carrés en rooftop, donc un T5, avec 65 mètres carrés de terrasse, avec une petite vue mer, en fait.
Vous faites des Donc j'ai eu envieux. de la chance. Voilà. Merci le call. Alors Geoffrey, vous de votre côté, c'est à venir, mais c'est très proche. Vous allez rentrer dans quelques jours, je crois, dans votre logement. Où est-ce qu'il est? À quoi il ressemble? Dites-nous tout. Alors effectivement, j'aurai les clés d'ici une semaine. Ce logement se situe à Geisbolsheim. Alors pour ceux qui ne sont pas du coin, ça s'écrit comme ça se prononce, hein. Et du coup, donc c'est une maison, une maison en T4 avec un jardin et avec des prestations plutôt sympathiques, notamment pompe à chaleur et panneaux photovoltaïques. Merci beaucoup. Donc, à l'instant, on a écouté d'autres acquéreurs qui faisaient part, alors c'était un petit peu coupé, mais ils faisaient part quand même de leurs impressions et de leur expérience vis-à-vis du BRS. Est-ce que dans ce que vous avez entendu, il y a des choses sur lesquelles vous avez envie de réagir? Soit que ça ressemble un peu à votre parcours, ou alors à l'inverse que ça vous ait surpris? Pour ma part, je rebondis sur le couple de Bordeaux qui pensait pas pouvoir acheter en fait. Nous, on est dans le Pays Basque sur des mètres carrés, comme malheureusement beaucoup de villes en France, mais encore plus au niveau du Pays Basque, sur des mètres carrés qui sont inaccessibles, même pour les gens qui travaillent. Et enfin, pour ma part, je suis entrepreneur, j'ai deux petites sociétés, et quand vous rentrez pas dans les cases, autant vous dire que vous pouvez pas louer. Donc oui, je rebondis tout à fait sur ce qu'ils ont dit à Bordeaux. Pour moi, c'était un rêve qui était inaccessible d'être propriétaire en fait, et surtout dans les conditions dans lesquelles j'ai la chance de pouvoir avoir cet appartement en fait. Effectivement, il y a plusieurs témoignages qui font écho à nos histoires propres. Moi, c'est vrai que j'ai très longtemps habité à Strasbourg et quand la famille s'est agrandie avec ma compagne, on voulait quand même continuer à rester sur Strasbourg. Malheureusement, effectivement, il y a les prix au mètre carré qui sont de plus en plus élevés. En plus, avec la conjoncture actuelle, la hausse des taux d'intérêt, la hausse des prix des matières premières, ce qui fait que derrière, les opérations sont de plus en plus coûteuses. Et du coup, nous, c'était assez compliqué. On a quand même un petit peu cherché. C'était compliqué. On voulait aussi avoir un petit espace extérieur parce que, avec deux gamins, voilà, c'est compliqué quand on n'a pas d'espace extérieur. Et du coup, voilà, le BRS a pu répondre à ces différents besoins. Et sans quoi, très clairement, on n'aurait pas pu acheter un appartement, enfin une maison en première couronne. Hein, ça aurait été impossible. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être qu'on rembobine un peu l'histoire et qu'on revienne au tout début de votre parcours, et notamment au tout premier moment où vous avez entendu parler du bail réel solidaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Enfin, je crois que dans vos deux cas, vous aviez déjà entendu parler du dispositif avant que l'opportunité ne se présente réellement. Racontez-nous un peu ces prémices de l'histoire. Tout à fait. Pour ma part, en fait, ça s'est passé grâce à une exposition que le call a organisée, qui était l'exposition Bansky, dans le programme Grandola, donc à Tarnos, en fait, un village à côté. J'ai été visiter cette expo et il y avait beaucoup d'heures, enfin il y avait 45 minutes de queue, il y avait des grands panneaux marqués le call qui expliquaient ce que c'était et autres. C'est vrai que j'y avais pas pensé et au bout de 45 minutes, vous lisez le panneau en fait. Vous avez que ça à faire. Et l'exposition était très bien d'ailleurs. Je vous conseille d'aller la voir si vous avez cette chance-là. Au bout d'un moment, je suis rentré après la visite de l'expo et j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai vu qu'il y avait des appartements de dispo, dont un T5 aussi. Et j'ai pris contact tout simplement, un petit email. On m'a rappelé directement. Je crois que je l'ai fait samedi soir, le lundi on me rappelait et j'ai eu un rendez-vous en suivant et voilà, c'est comme ça que j'ai pris contact et connaissance du BRS. Malheureusement, l'appartement il a été plus vite que moi, il a été pris et je l'ai loupé. Voilà, et finalement je le regrette pas puisque j'ai eu une autre opportunité. On m'a rappelé après, je crois un mois après, et on m'a dit écoutez Monsieur Guionneau, vous avez une autre opportunité à Boucau qui est encore plus proche de où vous travaillez est-ce que ça vous intéresse ou pas? Et j'ai foncé en fait. Voilà. C'est comme ça que j'ai eu mon première connexion avec le call et le BRS en fait, tout simplement.
Ok. Et de votre côté, Geoffrey, donc vous, c'est un peu particulier puisque vous travaillez chez Habitat de Lille, donc c'est par cet intermédiaire au départ que vous avez eu l'information sur le dispositif, j'imagine? Oui, alors en fait à la base, alors c'est un dispositif que je connais effectivement un petit peu parce que je travaille à Habitat de Lille, mais moi je suis travailleur social à Habitat de Lille, donc je ne suis pas forcément dans la maîtrise d'ouvrage et donc j'avais pas forcément toutes les clés pour comprendre le BRS. À la base en fait, la famille s'agrandit, on a voulu acheter, donc forcément un réflexe me retourne vers mon boulot, parce qu'on construit, donc autant voir la porte la plus proche. Et j'étais très intéressé par un habitat participatif, parce que voilà, c'était des valeurs, des notions qui me parlaient, qui parlaient aussi à ma compagne. Donc d'abord, on s'est positionné sur un habitat participatif, et voilà, pour X, Y raison, a pris un peu de retard. Et c'est vrai que nous, on était un petit peu pressés, parce que le gamin commençait à marcher, il prend de plus en plus de place. Donc voilà, on voulait quand même trouver quelque chose un petit peu plus rapidement. Et très naturellement, le service commercial d'Habitat de Lille m'a présenté les différentes opportunités, dont notamment le BRS. Et c'est vrai que quand on m'a expliqué un petit peu plus, j'ai aussi été séduit par les valeurs que défendait le BRS par rapport à la non-spéculation, par rapport au fait aussi que si un des deux conjoints décédait ou autre, il y avait derrière l'OFS qui pouvait racheter le logement, donc ça sécurisait aussi la personne qui restait ainsi que les enfants. Donc voilà, tout ça qui faisait que assez naturellement avec ma compagne, on s'est positionné sur un BRS, quoi. Cela étant dit, quand on a préparé cet échange ensemble, vous me disiez que malgré votre relativement bonne connaissance du dispositif au départ, vous aviez quand même eu quelques questionnements, quelques craintes à l'égard du dispositif. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent, puisque c'est un dispositif relativement émergent. Pas mal d'accueilleurs se posent des questions sur leurs droits, leur statut, etc. Racontez-nous un petit peu les impressions que vous avez pu avoir au tout départ de l'aventure. La première impression qu'on a, et ça a aussi été un petit peu l'impression de mes proches, quand je leur ai parlé un petit peu de ce qu'était le BRS, c'est t'es pas vraiment propriétaire. Et effectivement, c'est vrai qu'on se dit ouais, mais en fait, c'est bizarre, moi, je suis propriétaire des murs, mais pas du sol. Est-ce qu'on peut me foutre dehors? Enfin, c'est un petit peu, ça peut faire un petit peu peur. Et après, quand on y réfléchit, finalement, c'est aussi un petit peu psychologique. Le BRS, c'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps, notamment en Angleterre. C'est des choses qui marchent bien. Et finalement, quand on regarde aussi la conjoncture actuelle, on se dit ça répond à un besoin. Et après, c'est plus du psychologique. Voilà, je suis pas propriétaire du sol. Bon, je veux dire, voilà, ça change pas ma vie, quoi. Je rebondirai là-dessus, je me permets, c'est très français d'être propriétaire en fait. Et c'est vrai que moi, de ma part, quand j'en ai parlé, on m'a dit mais c'est quoi, elle est où l'arnaque en fait? C'est vraiment ce qui est ressorti en fait. C'est quoi ça en fait? Il y a eu aussi des informations il y a quelques temps là, quand c'est sorti, où il y a eu dans les médias, ou même ça a été incompris. Et on avait échangé lors de nos discussions en fait, où il dit mais l'État a sorti quelque chose, où ils vont nous faire propriétaires alors qu'on est et ils vont faire payer des choses, voilà. Et c'est des informations qui a un peu desservi le BRS en général en fait. Voilà. Alors, une fois qu'on a surpassé ces petites craintes du début, avec l'aide de l'OFS notamment, se pose évidemment la question du financement du projet, comme dans n'importe quel projet d'achat. Alors, vous êtes tous les deux vous avez tous les deux eu recours à un emprunt bancaire. Comment ça se passe concrètement quand on va voir son banquier et qu'on lui parle BRS? Racontez-nous. Je sais que ça a été un parcours plus ou moins fluide. Dites-nous, Mathieu. Pour ma part, je suis entrepreneur, donc autant vous dire que la banque et moi-même, on ne s'aime pas. Voilà. Et j'ai été marié pendant longtemps avec ma femme qui n'est plus là, qui était banquière pro, donc je connais très bien les travers de la banque, voilà, pendant 15 ans. Donc on ne peut pas me la faire, voilà, très clairement. Après, plus sérieusement, moi j'ai été obligé de... j'en ai parlé, j'ai 46 ans. J'étais dans une banque, on va dire, agricole, sans la citer. Et on m'a dit, non, en fait, directement. J'ai dit mince alors pourquoi? Il me dit t'es entrepreneur, tu rentres pas dans les cases. Ok. Donc j'ai fait appel à un courtier, j'ai vu que ça serait compliqué, je voulais pas louper l'appartement. Ouais, voilà. Et en plus on a dans le Pays Basque, moi d'origine je suis des Landes, donc j'avais ma banque dans les Landes. Il y a une clause de non-agression entre les Landes et le 64, donc ça a éliminé déjà le crédit agricole qui est quand même normalement assez
assez renseigné sur le BRS en fait. Donc j'ai fait appel au courtier. Le courrier m'a dit déjà tu enlèves toute la moitié des banques traditionnelles parce qu'ils savent pas, ou ils font pas, ou ils veulent pas faire en fait. Voilà, donc ça réduit les possibilités, hein, c'est le cas. Donc voilà, j'ai réussi à signer quelque chose d'intéressant, un peu cher, mais c'est comme ça, on prend ce qu'il y a avec la caisse d'épargne en fait, qui est propriétaire, qui était dans le call en fait aussi, et qui est à fond au niveau du BRS en fait. Geoffrey, ça a été un tout petit peu plus facile pour vous, mais il a quand même fallu faire un petit peu de pédagogie. Alors racontez-nous comment vous avez embarqué votre banquier. Du coup, moi, je suis allé voir directement ma banque où j'étais depuis 35 ans. Donc je suis allé voir mon banquier, là je dis BRS, je vois une petite goutte qui tombe de son front, là. Il me dit, c'est quoi ça? Alors j'ai eu de la chance, je ne sais pas si c'est parce qu'il était jeune et qu'il venait d'arriver, qu'il a peut-être voulu faire ses preuves ou qu'il s'est dit tiens, ils ont l'air de motivés à acheter donc je ne vais pas laisser passer cette opération. Mais en fait il nous a tout de suite suivis, je lui ai expliqué ce que c'était. Je pense peut-être avoir trouvé les bons mots parce que je lui ai dit vous verrez ce sera la norme dans quelques années. Très rapidement, du coup, il m'a suivi il nous a suivis, pardon. Et je sais qu'en fait, une fois qu'on a signé, il m'a remercié. Il m'a dit Monsieur Denegri, merci. Grâce à vous, je me suis formé. Et en fait, pour pas citer la banque, c'est une banque mutuelle. Et donc en fait, il est devenu un petit peu référent. BRS au sein de sa banque, donc finalement ça lui a permis de prendre du galon et il me dit je fais que ça en ce moment, signer des BRS, donc voilà, il m'a remercié, donc voilà, mon banquier est devenu mon meilleur pote quoi. Alors dans le parcours vers le BRS, il n'y a évidemment pas que le banquier, et peut-être heureusement qui joue un rôle, il y a évidemment aussi l'OFS, l'organisme de foncier solidaire. Et j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de la manière dont vous avez ressenti cette relation avec l'OFS. Déjà, qui étaient vos interlocuteurs? À quelle régularité vous avez échangé avec eux? Sur quel sujet? Est-ce qu'ils ont été disponibles ou pas? Enfin voilà, votre impression générale sur cette relation-là qui est un petit peu spécifique dans ce projet. Moi, je suis tombé sur Thomas, pour ne pas le citer, que je remercie, je ne sais pas s'il le verra en streaming ou autre, mais qui a été à l'écoute du projet, en fait, via le call. Et il répondait, les agents immobiliers en sens général, parce que je n'aime pas non plus les agents immobiliers, désolé. Déjà, vous l'appelez, il répond au téléphone. Ou au pire, il vous rappelle 1 heure après. Donc déjà, on avance plus vite. Et ouais, c'est plutôt pas mal. Il nous a vraiment bien rencardé. Il m'a vraiment expliqué ce que c'était. Il y a une vraie pédagogie, je rejoins ce que tu as dit, pour dire ce que c'est, comment ça marche, autres. Les rendez-vous sont assez longs, mais il faut prendre le temps d'expliquer. Puisqu'après, derrière, autour de moi, on m'a posé 10 milliards de questions, parce que tout le monde trouvait ça louche, encore une fois. Et voilà, tout simplement. Donc, très pro, très carré et bienveillant aussi. Voilà. Il y a une vraie volonté de donner du sens, en fait, tout simplement, à tout ça. Tous les gens que j'ai croisés au niveau du call, c'est pas des ingénieurs immobiliers qui sont là pour faire des plantées de bâton, en fait. Ils sont là pour donner du sens à leur vie et aider des gens qui sont dans une situation, pour ma part, qui n'était pas simple. J'étais depuis 3 ans chez mes parents, autant vous dire, avec mes 2 enfants. Donc ouais, je suis bien content d'être parti. Et eux aussi, surtout. Surtout mon père. Alors Geoffrey, c'est un peu plus délicat peut-être pour vous de répondre à la question parce que vos collègues sont dans la salle. Alors, je leur demanderai de sortir. Mais non, mais comment ça s'est passé pour vous? Alors, bien entendu, je ne vais pas en faire des caisses et prêcher pour ma paroisse, bien entendu. Je vais rester vraiment avec ma casquette acquéreur. Moi, j'ai été accompagné par le service commercial d'Habitat de Lille, par Marisa, pour pas la citer. Alors, effectivement, c'est une collègue, donc déjà la relation est fluide, on s'entendait déjà bien professionnellement. Ça nous a encore renforcé humainement, parce qu'elle a été super disponible. Alors, Habitat Lille a mis aussi en place des temps collectifs avec les autres acquéreurs parce que c'est une copro. Du coup, j'ai pu m'entretenir un petit peu avec les autres acquéreurs et avoir d'autres sons de cloche parce que je me suis dit, bon, voilà, moi je bosse à Habitat de Lille. J'ose espérer qu'ils ont peut-être un regard un petit peu plus attentif sur mon projet. Et en fait, non, le regard qu'ils ont eu pour ma maison, ils l'ont eu sur les autres aussi. J'ai vraiment eu des très bons échos. Donc,
voilà, au niveau de l'OFS, il n'y a vraiment eu aucun souci, au contraire, quoi. Merci. Et je remarque que là, à vous entendre tous les deux, on est sur 2 parcours quand même très fluides, très positifs. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Et c'est le résultat du fait que toutes les personnes dans la salle font du très bon boulot. Mais néanmoins, j'avais quand même envie de venir vous chercher sur ce qui a pu peut-être être des petits accros dans ce parcours, ou en tout cas des choses qui vous ont interpellé, surpris, ou qui auraient pu se passer différemment. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait mieux faire en tant que professionnel, d'après vous? Bah, je reviens sur la banque, en fait. J'ai failli le louper, en fait, tout simplement, puisque j'ai eu un accord oral au niveau de la caisse d'épargne, mais c'est tellement... J'ai eu un accord oral de la part de la région, quand même, via le courtier, donc c'était OK, mais ça a mis 3 semaines et demie avant d'être validé, et j'arrivais à la date butoir, en fait. Et j'avais pas envie de le louper, très clairement, l'appartement. Et du coup, j'avais 4 semaines et ils m'ont répondu quelques jours avant, en fait. Donc, j'avoue que pendant 3 semaines et demie, j'ai pas très bien dormi, en fait. Donc, c'est hyper important. Et c'est Après, je sais que en tant qu'entrepreneur et je travaille dans l'univers des startups, autant vous dire que j'essaye que tout aille vite, en fait. Donc là, on est en France avec des papiers, du juridique. C'est long, c'est très long, c'est trop long même. Parce que pendant 3 semaines et demie, il peut en arriver des choses, en fait. Et c'est bien dommage, en fait. Voilà. C'est ce côté administratif, bancaire, qui est excessivement long. Et c'est regrettable, je trouve, en fait. Voilà, tout simplement pour ma part, en fait. Et quand on a échangé en préparation, il y a un autre point que vous aviez soulevé, qui visiblement n'a pas été un traumatisme et que je crois vous avez mieux compris par la suite, mais vous me disiez avoir été surpris par le nombre de questions auxquelles il fallait répondre pour s'assurer de votre éligibilité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, tout à fait. On m'a demandé si j'avais des comptes bloqués aux îles Caïmans. J'ai répondu que non, malheureusement. Sinon, j'aurais pas eu de problème. J'aurais acheté de l'autre côté à Anglet ou à Biarritz. Voilà. Mais non, après, il y a eu plein de des questions qui étaient intrusives, mais qui étaient normales. Voilà. Après, on se plie. C'est quand même... c'est un BRS, en fait. Donc, vous répondez gentiment aux questions, même si vous trouvez ça bizarre un peu, et je m'y attendais pas, et voilà, et vous répondez, et vous rentrez, il faut répondre dans une grille, en fait, tout simplement, savoir si vous êtes éligible ou pas, et pour ma part, c'était le cas, et voilà. Geoffrey, de votre côté, des surprises, des interrogations qui ont jalonné votre parcours, ou tout était fluide? Non, il y a eu effectivement forcément la paperasse administrative. Effectivement, c'est une charge mentale, ça peut être stressant, c'est long, on n'a pas forcément envie de mettre son énergie là-dedans quand on a en plus encore 2 gamins à s'occuper. Mais bon, on le fait, et j'ai envie de dire, c'est pas forcément propre au BRS, c'est peut-être pour tout autre type d'achat. Je rejoins aussi effectivement ce que Mathieu disait par rapport, effectivement, il faut qu'on montre un petit peu patte blanche pour pouvoir prétendre au BRS. Alors effectivement, ça peut être intrusif, et je l'ai aussi peut-être un peu vécu comme ça, mais en même temps c'est aussi rassurant parce que ça montre que c'est un système d'achat qui est sécurisé, qui est encadré, et en ce sens c'est quelque chose de plutôt rassurant, quoi. Il y a une enquête, en fait, qui est faite vraiment, qui est obligatoire, pour rentrer dans les cases, en fait. C'est vraiment je te rejoins encore une fois, c'est vraiment ce système d'enquête, de questions. Moi, c'est vrai que c'est l'histoire des comptes planqués qui m'avait surpris, mais il y en a eu une vingtaine, en fait, qui étaient dans ce style-là. Et pour rentrer dans les cases, il faut enquêter, en fait, tout simplement. Donc, c'est cette enquête-là que j'ai trouvé, moi, un peu intrusive, en fait. Voilà. La question initiale, je crois, c'était aussi qu'est-ce qu'on peut faire mieux, c'était ça? Oui, absolument. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux? On peut peut-être se rapprocher davantage des banques. Je pense qu'il y a des efforts à faire au niveau de la communication auprès des banques pour les rassurer, ce qui permettrait finalement que ce soit win-win, parce que les OFS, ça permettrait de vendre davantage. Et du coup, les banques, ça leur permettrait aussi d'octroyer des prêts plus facilement. Donc je pense qu'il y a cette communication à faire. Et le BRS donne aussi droit à un abattement de 30 à 100% de la taxe foncière. Et malheureusement, les mairies ne jouent pas toujours le jeu. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi là-dessus des efforts de communication à faire, peut-être même lors de l'achat du terrain. Peut-être mettre qu'il y ait cette clause obligatoire dans l'achat du terrain. Enfin, là, je pense qu'il y a aussi des efforts à faire pour les municipalités. Et là, je rejoins tout à fait, puisque nous, à Boucau, on n'est pas propriétaire. Enfin, c'est le système du BRS, mais on paye quand même. Voilà. Alors qu'à côté, ils ne le font pas, en fait. Donc, c'est une volonté politique. Bon, après, c'est comme ça, on ne va pas se plaindre. Mais c'est un peu dommage, je trouve, que
on n'est pas propriétaire de l'intégralité, mais on paye quand même les taxes qui vont avec, quoi. Il y a des élus dans la salle, peut-être que certains voudront réagir. Si vous voulez légiférer. À la fin de notre échange. C'est maintenant. Alors, on a jusque-là beaucoup abordé plutôt le parcours qui mène jusqu'au BRS, et je voulais qu'on s'intéresse aussi à ce qui se passe quand on est propriétaire en BRS, quand on est dans son logement. Donc là, je me tourne forcément plutôt vers Mathieu, et Geoffrey, on pourra rééchanger dans quelques semaines ou mois sur ce sujet. Bon, je sais que vous n'avez pas énormément de recul puisque c'est relativement récent. Néanmoins, aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que ce statut, on va dire, particulier de propriétaire en BRS influe sur votre manière d'habiter le logement, votre relation au voisinage, votre relation au syndic? Est-ce qu'il y a des questionnements qu'on a quand on est dans son logement et qu'on est propriétaire en BRS par comparaison avec une propriété plus classique? Alors, moi, j'ai déjà été propriétaire par le passé d'une maison, donc avec aussi un syndic de quartier, hein, voilà. Donc, je connaissais déjà le système du syndic. Après, moi, encore une fois, ça s'est passé tellement vite, en fait, entre le moment où j'ai dit oui et le moment où je suis rentré dedans, il y a eu 4 mois et demi. Donc, ça a été très, très vite. Après, pour répondre à votre question, en fait, c'est que on a... Enfin, pour moi, ça ne fait pas de différence. J'ai un appartement, j'ai des voisins. Après, on a tous les mêmes valeurs, par contre. Ça, c'est hyper important. En fait, vous vous retrouvez avec des... Enfin, au rez-de-chaussée, c'est des locataires. Après, tous les autres sont propriétaires dans le bâtiment où je suis. Et c'est plutôt sympa parce que vous savez qu'on a tous eu les mêmes problématiques à la base. Et on répond tous, on coche tous des cases de manière différente. Mes voisins d'en face, c'est un jeune couple, celui d'à côté, c'est une famille recomposée. Voilà. Du coup, on est tous très heureux dans le Pays Basque de pouvoir avoir un logement qui corresponde à notre recherche. Parce que, pour info, et c'est le cas de beaucoup d'endroits malheureusement en France, pour les locataires, vous faites une demande, mais pour le même logement, il y a 350 demandes. Donc après, forcément, ça trie à celui qui a le plus d'argent, en fait, tout simplement. Ok, donc pas de différence majeure à relever. Merci. Et pour terminer cet échange, avant qu'on ouvre la parole à la salle, je voulais aussi qu'on puisse se tourner vers l'avenir pour savoir comment vous vous projetez dans ces logements en BRS, juste toujours pour savoir si ce statut propriétaire en BRS change des choses dans la manière dont on se projette. Donc l'un et l'autre, comment vous percevez ce logement? Est-ce que dans votre esprit c'est une étape transitoire, un tremplin vers autre chose? Ou est-ce qu'à l'inverse, vous vous y projetez de manière très durable dans une logique de long terme? Pour ma part, je pense que c'est l'endroit où on élèvera nos enfants. Ça, c'est certain qu'on ne déménagera pas avant qu'ils soient plus grands. Alors, avec ma femme, on a ce projet à la retraite, si on y arrive un jour. Parce que là, j'ai de plus en plus tard, mais ça, c'est un autre problème. Non, on a ce projet d'acheter un camping-car, de faire le tour de l'Europe. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment le projet de fin de vie, de début de retraite, pardon. De fin de vie professionnelle, excusez-moi. Et donc voilà, ce ne sera pas forcément notre dernière demeure, mais l'idée, c'est que ça puisse aussi être un investissement, de ne pas avoir une perte sèche tous les mois et de ne pas mettre plusieurs centaines d'euros dans un loyer. Et finalement, c'est de l'argent qui est gaspillé, alors que là, ça fera une enveloppe pour la retraite et surtout aussi pour nos enfants, quoi. Mathieu ? Moi, pour ma part, c'est un nouveau départ, tout simplement, par rapport à toutes les mésaventures et le drame qui est arrivé. Et de là à me projeter, je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai la chance dans le logement d'avoir le collège qui est collé et d'être où ma fille rentre en septembre en 6e. Donc ça, c'est une vraie chance. Plus après le petit qui est à 500 mètres à l'école. Donc c'est hyper bien placé. Et en face, il y a le stade. Donc c'est idéal pour un papa solo, vous avez tout à tout à pied. Donc voilà, après on va y aller petit à petit, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais oui, je pense qu'on va y rester un petit moment, en fait, le temps de la scolarité, et après on verra. Et dans le après on verra, se pose quand même la question
la potentielle revente s'il y a un autre projet qui se profile, ou l'héritage. Et vous me voyez venir, la dernière question que je voulais vous poser, c'est de quelle manière on aborde la question du prêt de revente plafonné quand on est acquéreur. Est-ce que c'est quelque chose qui fait peur? Est-ce que c'est quelque chose qu'on comprend au regard de l'ensemble du dispositif? Comment vous le percevez personnellement? On peut, moi, j'ai déjà passé par une case succession compliquée, et je suis encore dedans. Donc, le BRS, vous signez un contrat, donc vous savez que derrière, il y a des clauses, et si vous l'acceptez, en fait, tout simplement. Moi, je trouve ça plutôt pas mal, parce que ça rentre dans mes valeurs aussi. Aujourd'hui, payer dans le Pays Basque entre 5 et 11 000 euros du mètre carré, c'est un peu compliqué quand même. Dans le logement où je suis, il y a un bâtiment qui a été classique en fait, avec des appartements à 600 000 euros. Très clairement à peu près dans les mêmes prestations que les miennes, c'est un peu compliqué en fait. Voilà, donc c'est des choses qui sont inatteignables. Donc moi ça me va bien, et on verra après par la suite au niveau de la succession. Si les enfants doivent le récupérer, ils le récupéreront aux clauses voulues, et ça ne pose pas de problème en fait. Voilà, et je trouve ça plutôt pas mal qu'il n'y ait pas de non-spéculation, qu'il y ait tous les avantages du BRS, parce que chez nous c'est un vrai avantage en fait. Effectivement, quand on apprend que on peut pas forcément faire de plus-value dans la revente, franchement oui, c'est embêtant. Très clairement, on va pas se mentir. Mais dans tous les cas, c'est toujours plus rentable que de payer un loyer tous les mois. Et en plus, ça évite que nos voisins vendent leur appart et qu'on ait du Airbnb à côté. Donc j'ai envie de dire, c'est aussi plutôt intéressant. Ouais, voilà, finalement le BRS c'est aussi des valeurs, et on s'y retrouve dans ces valeurs-là. Donc voilà, c'est pas plus embêtant que ça. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Est-ce qu'il y a quelque chose, avant qu'on prenne des questions de la salle, est-ce qu'il y a des choses que vous aviez envie d'ajouter, qu'on n'a pas encore abordées? Non, tout a été dit de votre point de vue. Alors je vous propose qu'on puisse peut-être éclairer la salle pour voir s'il y a des questions. Vous avez été remarquablement clair. C'est la digestion, là, on en a perdu, je pense. Monsieur, est-ce qu'il y a un micro qui circule? Oui, bonjour, Frédéric Roussel, OFS Lille. 2 questions, si ça ne vous ennuie pas. Sur le plan financier, vous avez éprouvé des difficultés l'un et l'autre, enfin, plus ou moins. La garantie qui a été demandée, et que vous avez obtenue, c'est une garantie crédit logement ou une garantie de type hypothécaire? Première question. Deuxième question, qu'est-ce que vous payez comme redevance à l'OFS? Pour ma part, c'est une hypothèque, voilà, et OFS, je paye 215 euros. C'est 1,7 je crois, exactement. Voilà. Moi c'est la même chose, et alors moi la redevance c'est 137 par mois divisé par 87. Je suis pas très bon en maths, je vous laisse calculer. Bonjour, merci pour vos témoignages. Jean-Baptiste Soulard de l'OFS de Plaine Commune, au nord de Paris. Ma question, messieurs, au moment où vous avez eu face à vous le BRS que vous alliez signer, pour le comprendre, étiez-vous seul ou étiez-vous aidé par votre notaire ou un conseil particulier de vos OFS respectifs? Et avez-vous découvert a posteriori des choses dans ce BRS qui auraient pu vous freiner à l'achat? Alors ça, c'est une bonne question, puisque on en a parlé avec une notaire. Moi, j'ai la chance d'avoir une amie proche qui est notaire, et puis elle a mon âge, donc c'est pas la première fois qu'elle fait des actes. Hein. Et elle n'était pas tellement informée, en fait, elle n'en avait jamais fait. Et donc il y a, je pense, un gros travail à faire, aussi bien du côté bancaire que du côté notaire, en fait, la formation. Puisque bon, après, une fois qu'elle a lu les papiers et autres, il n'y a pas eu de problème. Mais c'est un peu obscur, en fait. Tout le monde n'est pas au courant. C'est le problème global du BRS en général, que ce
ce soit pour nous, pour les banques ou autres, c'est nouveau. Donc il y a un manque d'informations en fait. Donc il faut aller à la pêche aux informations en fait. Voilà. Et désolé, j'ai oublié l'autre bout de la question. Est-ce qu'il y avait des clauses que vous avez découvertes a posteriori? Non, justement, ça a été bien détaillé. Encore une fois, le call a très bien fait son travail en fait. Et on a pris, je crois, 2 heures pour détailler bout par bout. Donc c'est un rendez-vous qui est un peu fastidieux parce que les notaires ont fait leur travail sans problème en fait. Voilà. Mais c'est vrai que ce côté de manque d'informations est comme toute chose nouvelle et tout le monde trouve ça louche entre guillemets. Bon, les notaires ils sont habitués, mais il n'y a pas eu de problème en particulier. Pour ma part, c'était aussi plutôt fluide parce que j'ai été accompagné par la notaire d'Habitat de Lille qui du coup m'a forcément été au clair avec la notion de BRS. Elle a pris le temps, on a relu ensemble tout le contrat. Elle m'a encore dit attention là, monsieur Denegris. Enfin voilà, on a vraiment, elle était vraiment au clair. Et non, on n'a pas découvert de poussière sous le tapis ou autre chose quoi. Moi j'avais une question, enfin non c'est pas une question, Sébastien Kuperberg, je suis de l'OFS de Plaine Commune au sud de la Seine-Saint-Denis. Je ne peux pas parler au nom de mon élu, hein. On est un OFS de collectivité, mais je voulais apporter en tout cas la position de notre OFS et du territoire sur l'exonération de taxes foncières. En fait, la démarche, comment on l'explique lorsqu'on fait les réunions d'information sur le BRS, qu'on pose invariablement la question de la taxe foncière, pourquoi on la paie, etc. Et pourquoi il n'y a pas d'exonération, nous, sur le territoire, c'est qu'on a un territoire qui est très volontaire sur le BRS, qui a créé son propre OFS, et qui, par la mise à disposition via ses outils d'aménagement de foncier des côtés, considère que sa part d'investissement qu'il fait, il le fait déjà sur la valorisation et le fléchage d'un foncier pour des opérations BRS, et qui ne peut pas non plus être de l'autre côté, d'autant plus que Plaine Commune et les territoires qui composent les villes qui composent le territoire ne sont pas des communes riches et qu'elles ne peuvent pas forcément complètement perdre cette source de revenus, cette recette. Merci. Merci pour cet éclairage francilien. Bonjour, Christian Hab, président de l'OFS COP Foncière Méditerranée en PACA à Marseille. D'abord, je voulais vous féliciter, vous remercier pour la clarté de vos présentations et la manière dont vous défendez le BRS. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs, donc merci. Merci. On vous demandera des entrées au Vélodrome pour aller voir Jules. C'est raté, c'est passé. Mais ceci étant, j'avais quand même une question. C'est quel est votre regard sur les conditions de la revente, c'est-à-dire le fait de ne pas faire de plus-value ou une plus-value limitée, et puis de devoir trouver des clients qui sont sous plafond de ressources. Ça m'intéresse de savoir si vous vous êtes posé cette question et comment vous l'avez appréhendée. Effectivement, j'ai un petit peu répondu déjà avant. Moi, c'est vrai que sur le coup, je vous avoue, ça m'a embêté de ne pas pouvoir faire de plus-value. Enfin, du coup, on est ok. Mais voilà, comme je disais, ça rassure aussi parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui est encadré. On se rend compte aussi que derrière, qu'à côté de chez nous, il n'y aura pas forcément de spéculation, il n'y aura pas de la revente pour du Airbnb ou autre. Donc, en ce sens, ça rassure aussi. Mais effectivement, la première réaction, on est un petit peu dans l'incompréhension. On se dit, mais pourquoi on ne peut pas faire de plus-value ? Mais après, on l'accepte et quand on nous explique mieux, on comprend que c'est aussi finalement dans les valeurs du BRS, quoi. Et sur l'aspect recherche de ménages acheteurs qui doivent donc répondre à ces mêmes conditions d'éligibilité, ça c'est quelque chose aussi qu'on absorbe facilement ou... Alors là, je vous avoue, à date, on n'en est pas là. Avec ma compagne, on n'en est pas encore à réfléchir à la vente. Je pense qu'on verra ça le moment venu. Peut-être qu'effectivement, ce sera compliqué. Mais là, à date, je ne suis pas allé jusqu'à cette anticipation-là. Ouais, c'est un peu pareil pour moi. On va déjà finaliser les placards et la cuisine et on verra en fait. Voilà. Non, après, c'est sûr que je te rejoins sur la non-spéculation. Après, moi j'ai été un peu plus loin. Ils prennent quand même en compte, vous allez tous me le dire, mais si j'ai bien compris,
tous les investissements qu'on fait à l'intérieur de l'appartement quand même, puisque l'appartement pour ma part a été livré nu, donc tous les plus qu'on met, les cuisines, les placards et autres, on garde les factures et c'est pris en compte dans la plus-value par contre. Donc l'argent est investi, parce que c'est un vrai investissement, hein. Quand vous avez comme moi 16 mètres carrés de cuisine, ça a un certain prix, donc on est content que l'argent investi on soit récupéré à la fin en fait. Bonjour, merci beaucoup. Moi, je suis de Royaume-Uni et comme vous avez dit que nous aussi, on a une histoire des Community Land Trusts. Et moi, je fais actuellement une recherche sur une comparaison entre les OFS-BRS et les Community Land Trusts dans la tradition anglo-saxonne. Et une différence qu'on se parle souvent, c'est que dans le système français, on peut parler de Community Land Trust sans communauté. Donc ma question à vous, c'est est-ce que le fait d'acheter une propriété en OFS-BRS, c'était le fait d'accéder à la propriété, ou est-ce que c'était aussi le fait de reconceptualiser le logement comme un bien commun, etc. Et désolé pour mon français, c'est pas très fort. Et ouais, comme un bien commun et non spéculatif. Et aussi, si vous pensez, je sais que vous êtes des nouveaux résidents, mais est-ce que vous pensez, dans le modèle français, s'il y a parmi des résidents de OFS-BRS en France, s'il y aura plus, s'il y aura l'envie et plus de place pour la gestion communautaire dans la gestion des OFS-BRS dans le long terme. Désolé pour le long. Donc 2 questions en une, si je comprends bien. Une première plutôt sur vos motivations, et ça c'est un sujet qu'on avait effectivement déjà abordé ensemble, savoir ce qui était de l'ordre du pragmatisme. Ça permet d'accéder à des prestations et à des lieux qui seraient inaccessibles sans le BRS, versus et ou une part aussi de valeur partagée vis-à-vis du dispositif. Et une question plus sur la vie dans le logement, est-ce que ça peut créer en termes d'envie de faire en collectif, si je comprends bien, dans le quartier, dans l'habitat. Pour répondre à la première question, c'est déjà d'avoir un logement en fait, parce que moi j'étais dans une situation complexe, donc c'était tout simplement me loger avec mes enfants. Voilà, j'ai pas été chercher plus loin. Et dans le deuxième partie en fait, c'est partager les mêmes valeurs en fait avec des gens qui sont qui ont action en BRS en fait, tout simplement. Dans le logement, dans le premier logement dans lequel je m'étais positionné en fait à Grandola, il y avait vraiment une volonté de collectivité plus importante. Il y avait un bar collectif, il y avait une association de vélos, de réparation de vélos collectifs. Là, c'est pas le cas dans le logement dans lequel je suis. Par contre, on est vraiment sur des familles qui vivent et à l'intérieur, et on est des anti-Airbnb en fait, tout simplement, Airbnb. Pour répondre à la première question, nous, c'était surtout la possibilité d'accéder à la propriété qui nous a motivés à acheter en BRS. Moi, ma génération, je suis d'une génération qui a commencé à bosser vers 2008. En 2008, c'est la crise des subprimes. Et en fait, ma génération, on est l'une des premières générations qui finalement, en tout cas dans l'accession à la propriété, vit moins bien que ses parents. Moi, mon père, qui est né dans au début des années 60, il était mineur de fond, mineur de potasse en Alsace. Avec un salaire, il faisait vivre une famille de 4, et il avait un emprunt pour une maison. Aujourd'hui, c'est impossible. Ou alors, il faut gagner 5K par mois, ce qui n'est pas mon cas. Et du coup, effectivement, aujourd'hui, il faut être 2. Un homme et une femme qui travaillent, enfin un couple, pardon, homme ou femme, c'est égal, pardon, je ne vais pas rentrer dans ce genre de débat, mais voilà, en tout cas, il faut être 2, généralement, pour pouvoir faire un achat. Et encore,
quand on est deux à travailler, on ne peut pas se permettre d'acheter où on veut, comme on veut et avec toutes les prestations rêvées. Et nous, avec ma compagne, nos prestations rêvées, c'était une petite maisonnette et surtout avec un espace extérieur. Et grâce à ça, grâce au BRS, on peut accéder à ce petit rêve et finalement être propriétaire comme nos parents l'ont été avant nous. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. Moi, je vois autour de moi mes amis, leurs parents très souvent étaient propriétaires. Et ma génération, et peut-être encore plus avec les générations qui viennent, auront de plus en plus de difficultés à accéder à la propriété. Et en ça, le BRS peut vraiment répondre à cette problématique. Moi, je me permets de rebondir par rapport à ce que tu as dit, parce que je le vois dans ma résidence. En fait, il ne faut pas oublier le fait que post-Covid, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés en Covid. C'était soit le baby boom, soit vous vous sépariez, en fait, voilà. Et on est passé sur des stats que j'ai vues sur Internet, désolé, mais sur 1 sur 3 en province qui divorçaient à 1 sur 2. Et dans ma résidence, il n'y a que des familles monoparentales, en fait. Alors, pas dans la même situation que la mienne, mais vraiment. Et du coup, je sais pas, vous devez avoir vos stats chacun chez vous, mais il y a énormément de gens qui se sont retrouvés dans des situations complexes et c'est pas normal en fait. Et le BRS est une des réponses en fait, tout simplement parce que tout le monde n'a pas la chance des deux justement pour pouvoir acheter et pourtant la banque, eux, ils n'ont pas changé leur travail en fait, ils n'ont pas changé leur manière en fait. Il faut X 34% d'endettement, X niveau et voilà. Mais ça évolue d'un côté, d'un point de vue sociétal. Parce que c'est comme ça, mais pas au niveau du financement en fait. Merci beaucoup pour vos réponses. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, monsieur. Oui, Imad Robana, donc directeur général du COL. Déjà, première réaction par rapport à monsieur, par rapport à l'Angleterre, effectivement. Alors, tout à l'heure a été cité le projet Grandola, c'est un projet en habitat participatif, en BRS. Donc ça se rapproche un peu des communautés de land trust qui existent de manière à organiser effectivement des communautés qui correspondent au même profil. Je voulais poser la question donc à notre client, puisque effectivement, je n'ai pas tous les éléments de votre logement. Donc, c'est un Tessin qui fait 145 mètres carrés. Tout à l'heure, vous avez été posé la question sur la redevance. Est-ce que vous pouvez préciser également, parce qu'on sait que le bail réel solidaire, ce n'est pas qu'une redevance, c'est une redevance et un prix de logement, et c'est le couple redevance-prix de logement qui est important. Donc si vous pouvez préciser à quel prix au mètre carré, à quel prix est votre logement, et globalement à peu près quelle mensualité vous allez payer par rapport à... Voilà, tout à l'heure vous avez parlé du programme libre à côté, où les logements à peu près similaires se vendent à 600 000 €. À quel prix vous avez acheté votre logement? Tout ce que je veux vous dire, là aujourd'hui, je n'ai pas tous les éléments de réponse. Je sais qu'il y a l'eau à l'intérieur, par exemple, qui fait partie de la redevance à 215. Mais au niveau du mètre carré, il faudrait... Non, le prix du logement. Donc vous avez la redevance, mais aussi le prix du logement. Le prix du logement, je l'ai payé 270 000 € hors frais de notaire. C'est important de le préciser parce tout à fait. que... Voilà. Ça crée un frémissement dans la salle. J'ai pas la place sur la terrasse pour vous inviter tous, désolé. Est-ce qu'il y a de dernières questions ou réactions? Oui. Bonjour, Laure Magdelin de la start-up d'État Boris. On travaille pour donner un coup de pouce aux ménages justement pour passer à l'achat en BRS, une plateforme qui rassure les ménages. Vous l'avez dit, il vous manquait de l'information. Est-ce qu'avec une plateforme qui vous informe sur le BRS, vous permet de simuler l'éligibilité, il y a peut-être d'autres choses qui vous manquent aujourd'hui? Peut-être un simulateur de coûts, peut-être vous aider sur le dossier que vous devez monter. Voilà, est-ce qu'il y a des choses auxquelles on doit penser pour vous accompagner là-dedans? C'est une des bonnes idées, mais même au-delà de ça, juste savoir que ça existe en fait. Tout simplement. Puisque c'est vrai qu'au niveau du call, d'après ce que j'ai compris, ils sont assez précurseurs en fait. C'est les premiers à l'avoir fait au niveau du Pays Basque et autres, même si il y a des grosses agglomérations qui se sont mises et qui, je pense que c'est tout petit chez nous. Donc si Paris, Lyon ou même Marseille s'y met, ça va aller très très vite et vont se faire dépasser. Mais oui, il faut juste connaître l'information en fait, tout simplement. Les mairies, tout le monde fait les relais, les réseaux sociaux, mais il faut être
faut faire déjà la démarche de savoir que ça existe. Moi, j'avoue, je suis tombé dessus par hasard, hein, juste parce que ils ont fait l'exposition Bansky et que je suis tombé dessus, en fait. C'est un alignement des planètes, je veux dire. Voilà. Mais oui, c'est une bonne idée. Utiliser les moyens informatiques avec des simulateurs, avec plein de choses, c'est une très bonne idée. Mais pour ça, il faut savoir ce que c'est que BRS, parce que les mots-clés Google, je connais un peu, et il faut tomber dessus, en fait. C'est dans une deuxième démarche, en fait. C'est savoir si on est éligible. Il faut connaître déjà si ça marche ou ça marche pas, en fait. Il faut savoir ce que c'est. Ce qui peut être intéressant à rajouter dans votre outil, c'est que justement j'ai ma collègue, parce que voilà, j'ai déjà évoqué au départ cette appréhension dans le cadre de la revente, de ne pas pouvoir se dire mince, je ne peux pas faire de plus-value, et quelque part aussi une peur finalement de revendre à perte. Et ma collègue, justement pour me rassurer, alors je ne sais plus quel outil c'était, mais il y a un site internet qui montre un petit peu l'évolution des prix de revente au mètre carré du BRS, et on voit que c'est quand même en constante évolution. Alors il n'y a pas des plus-values de malade, mais on se rend compte quand même qu'on ne vendra pas à perte, et ça c'est quelque chose de rassurant, donc je pense que ça pourrait être intéressant de le mettre dans votre outil. Bonjour, moi c'est Lamont Eric. En fait, j'ai une question. J'aimerais savoir, avant d'acheter votre logement en BRS, est-ce que vous avez envisagé d'autres solutions pour devenir propriétaire? Si oui, lesquelles? Et pourquoi vous avez désisté ces solutions? Pour ma part, j'ai déjà été propriétaire et j'ai revendu la maison. Mais si vous voulez, moi, pour mon cas, en étant tout seul, c'est impossible d'acheter, en fait. Donc le BRS est l'unique solution pour être propriétaire, en fait, tout simplement. Voilà. Et je rebondis, je dérive un peu sur la question. Moi, je pensais pouvoir louer, parce que j'avais quand même un apport assez conséquent, mais personne ne voulait me louer, en fait. Je suis entrepreneur, je rentrais dans aucune case. Une demande 300 à 350 dossiers qui sont posés. Clairement, des fois, je déposais un dossier, 1 heure après, on me dit « Monsieur Guillonneau, c'est même pas la peine de déposer votre dossier, on ne le traitera pas, en fait. Vous ne rentrez pas dans les cases. » Vous avez, des fois, quand ils voulaient bien, ils demandaient que mes parents, qui sont à la retraite, qui sont artisans, soient caution. Ça ne va pas, en fait. C'est le système qui ne va pas. Donc, encore une fois, le BRS était la seule et unique solution bonne, mais je rejoins sur ce qu'on a dit, il faut être au courant, en fait. C'est juste un hasard pur et dur, en fait. Nous, on aurait pu potentiellement prétendre à un achat hors BRS, mais pas avec les mêmes prestations. On aura peut-être une pièce en moins. Un extérieur, ça c'est mort. Ou alors on aurait pu s'éloigner de Strasbourg, mais ça veut dire des bouchons, parce que ma femme et moi on travaille tous, elle et moi au sein de l'EMS. Du coup ça veut dire des bouchons, et quand on perd du temps dans les transports, c'est des journées à rallonge pour les enfants, parce que ça fait du périscolaire le matin en plus, du périscolaire le soir en plus. Et j'ai pas envie de faire payer ça à mes enfants. Du coup, le BRS nous a permis d'être propriétaire en première couronne, sans quoi on n'aurait jamais pu l'être, mais on aurait pu être plus loin ou pas avec les mêmes prestations. Oui, alors moi je voulais faire une petite précision, parce que vous l'avez répété à plusieurs reprises. Vous évoquez le fait, je pense qu'on mélange spéculation et plus-value. Puisqu'en fait, avec un BRS, vous ne spéculerez pas, mais effectivement, vous ferez de la plus-value. Si malheureusement vous êtes obligé de vendre à perte, c'est que même celui qui aurait acheté hors BRS, on est dans un marché qui se sera cassé la figure, et donc il sera comme vous obligé de vendre à perte. Donc, je pense que ça, c'est quand même un élément important qui est à préciser aux acquéreurs, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ne feront pas de spéculation. Ils m'aident, Robana le dit souvent, ce qui a un peu poussé sur le PUAS que les réflexions sur le BRS, c'est que des logements qui avaient été aidés pour permettre de l'accession sociale se sont revendus à 4 fois le prix pour faire en plus de la résidence de tourisme. Donc c'était effectivement l'objet d'avoir une durabilité, une pérennité des investissements publics pour favoriser, pour faire en sorte que les accédants après vous bénéficieront aussi d'un prix en dessous du marché qui leur permettra effectivement de se loger, de bénéficier de ces éléments-là. Et par contre, moi, je veux rebondir, c'est sur ce que vous dites par rapport à la problématique de la succession, parce qu'en fait,
Comme je disais ce matin, on intervient beaucoup et à l'intérieur du Pays Basque, donc, où il y a une façon d'appréhender la propriété qui est un peu particulière, ou en tout cas qui est d'époque. Et c'est vrai que la question sur la transmission et finalement le fait de pouvoir céder aux enfants le bien qui a été acquis, c'est vraiment aujourd'hui un vrai message et un vrai travail à faire en fait, pour faire comprendre aux gens la façon dont ça peut se passer. Et c'est peut-être vrai aussi que sur la réglementation qu'il y a aujourd'hui, il y a des choses à éclaircir ou en tout cas à mieux travailler pour que les choses soient effectivement plus claires sur la façon, donc dans le cadre d'une succession, et notamment un sujet qui aujourd'hui pose difficulté, c'est la problématique en fait lorsque vous avez le décès d'un des deux du couple, l'héritier survivant, donc il n'y a pas de souci, il conserve le bien. Mais si jamais cette deuxième personne vient à décéder en fait, et qu'il y a des enfants qui sont jeunes, comment ça se passe en fait pour le logement. Voilà. Donc en avançant, en fait, on se rend compte qu'on est confronté à des situations qu'on n'avait pas anticipées. Et donc il y a un fort travail à faire sur ces réglementations et à faire en sorte effectivement qu'on trouve des solutions qui soient adaptées. En tout cas, merci pour vos témoignages. Et Mathieu, je vais prendre vos coordonnées, je vous ferai passer dans rencontrer tous les accédants pour que vous les témoigniez auprès d'eux. Pas de problème, merci. Je rebondis quand même plus sérieusement sur ce que vous avez dit. C'est déjà pas simple sur une succession classique, entre guillemets, sans BRS. Surtout que moi, les biens, ils sont tout petits, hein, ils ont 8 et 10 ans. Et moi, c'est des questions forcément que j'ai abordées avec le call, puisque je suis encore dedans, en fait. Et la succession était pour moi primordiale, en fait. Donc, s'ils sont petits et que je viens décéder, moi, j'ai pris mes dispositions pour que ça se passe le mieux possible. Voilà, pour rebondir par rapport à ça. Et je crois que ce sujet de la succession fait l'objet d'un atelier de travail juste après. Donc pour ceux qui veulent approfondir, ce sera possible. Sans transition. Il ne me reste plus qu'à vous remercier vraiment chaleureusement de votre présence et de vos témoignages. Et merci à vous pour vos questions.